Vous n'êtes plus digne de recevoir un centime de mon héritage. » Ces mots ont résonné dans le grand salon de l'appartement haussmannien de la rue Saint-Honoré à Paris à exactement 15h37 le 12 avril 2024 et ils ont frappé Donna Elena comme un coup de tonnerre, une onde de choc que personne dans cette salle n'aurait pu prévoir. Elle, âgée de 70 ans, propriétaire de plusieurs appartements et d'une petite galerie d'art à Montmartre, avait passé 52 années de sa vie à travailler sans relâche pour bâtir ce patrimoine de 1 247 368,92 €. Somme exacte déposée dans son compte à la Banque de France et scrupuleusement documentée dans ce registre bancaire et testament notarié. Le contraste était brutal, d'un côté ses sacrifices incommensurables et de l'autre l'ingratitude pure et crue de ses propres enfants, assis là, croisant les bras et souriant avec arrogance. À cet instant précis, un silence pesant s'abattit sur la pièce seule, le tic-tac d'une horloge ancienne sur le mur du salon interrompant l'air étouffant du désespoir et de la colère. Le parquet ancien en chêne grinçait légèrement sous le poids des regards lourds de reproches et les rayons du soleil de 15h37 pénétraient à travers les grandes fenêtres donnant sur la place Vendôme, éclairant les visages crispés de ses enfants. Jean-Pierre, âgé de 42 ans, élevant la voix avec un ton de supériorité. « Maman, il est temps que tu comprennes que nous savons mieux gérer cet argent. » Le claquement métallique de la poignée de la porte de l'ascenseur résonna à ce moment-là comme un rappel cruel que l'extérieur continuait sa vie normale alors que cette tragédie familiale se jouait dans le cœur de Paris. Donna Elena sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, son parfum favori de jasmin et de bois de santal s'entremêlant à l'odeur forte du café chaud sur la table du petit déjeuner encore fumant. Chaque détail semblait amplifier l'air trop chaud de la pièce. Le papier peint crème taché par le temps, les coussins violets brodés de fils dorés sur le canapé ancien. Tout contribuait à cette scène de tension insoutenable. Elle se souvint de l'instant exact où elle avait acquis cet appartement en 1985 pour 312 000 francs français, soit exactement 47 586,44 € à l'époque, un investissement colossal qu'elle avait payé après 3 ans d'économie stricte et de travail acharné dans sa boutique de textile à Lyon et dans le petit café familial de la rue de la République. Les souvenirs affluaient comme des vagues et chaque sourire de ses enfants, jadis chaleureux, lui paraissait maintenant comme un masque de cupidité. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente pour moi, » hurla-t-elle avec une voix tremblante mais ferme. Ses mains serrant la nappe de lin blanc brodé de motifs violets, la tension dans ses doigts rendant le tissu presque transparent sous la pression. À ce moment précis, elle fit un geste que personne n'oublierait. Elle sortit de son sac en cuir marron la copie exacte de son testament daté du 3 mars 2024 à 11h02, signé et certifié par Maître Lefebvre, notaire à Paris 8e arrondissement, et le brandit devant eux comme un bouclier de vérité et de justice. Ses enfants restèrent figés, incrédules, leurs yeux oscillant entre la colère et la panique, incapables de contester les chiffres exacts et les documents officiels. 1 247 368,92 € répartis équitablement selon ses volontés, mais avec la clause expresse que tout détournement serait automatiquement annulé. Le temps semblait s'arrêter et Donna Elena sentit le poids de 52 ans de sacrifice peser sur ses épaules, mais aussi la puissance de sa décision imminente. En seulement 15 minutes, vous allez découvrir que vous ne pouvez pas manipuler ce qui m'appartient, dit-elle en fixant Jean-Pierre et Claire, sa fille de 38 ans qui avait toujours un sourire faux et des manières condescendantes. Chaque mot résonnait avec une intensité presque cinématographique, comme si la scène entière avait été réglée par un réalisateur invisible. La lumière dorée de l'après-midi se reflétait sur les cadres en or accrochés au mur montrant les premières toiles achetées à Montmartre, un rappel silencieux de sa vie d'indépendance et de vision artistique. Le parquet grinçait à chaque mouvement nerveux de ses enfants, tandis que Donna Elena, sans un tremblement, regardait autour de la pièce, notant chaque détail, chaque respiration, chaque geste et chaque micro-expression. Dans ce contexte chargé, elle se tourna vers la caméra de sécurité installée dans le coin supérieur du salon, là pour surveiller ses propriétés depuis 2019, et dit d'un ton calme mais autoritaire. « Si vous avez déjà été trahi par votre famille pour des questions d'argent, laissez votre commentaire ci-dessous, je veux savoir que vous n'êtes pas seul. » Le fracas intérieur était immense, mais la promesse de rétablir l'ordre et de faire respecter sa volonté était palpable. La scène était prête pour ce qui allait suivre et chaque spectateur invisible à travers les écrans de sécurité allait assister à la première étape d'une saga de trahison et de justice qui ne laisse personne indifférent. Donna Elena inspira profondément le parfum de son café fraîchement préparé, la vapeur chaude montant autour de son visage, marqué par le temps, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle et ses mains posées sur les documents officiels, prêts à révéler la suite d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. L'air était chargé d'électricité, les aiguilles de l'horloge avançaient inexorablement vers 15h45 et une seule chose était certaine. Ce jour-là, rien ne serait plus comme avant. « Attendez seulement de voir ce que j'ai prévu. » murmura-t-elle presque pour elle-même, mais assez fort pour que ses enfants l'entendent, un avertissement que le destin allait se retourner contre d'une manière qu'ils ne pourraient jamais imaginer.
Le parquet en chaîne sous ses pieds semblait vibrer au rythme de son cœur la lumière, doré accentuer la froideur dans le regard de ses enfants, mais aussi le feu intérieur qui allait bientôt tout transformer. Tout était près, la scène était installée et le public invisible du monde entier allait bientôt découvrir que la véritable puissance ne réside pas dans la cupidité mais dans la patience, la stratégie et la justice implacable. Donna Helena se souvenait exactement de la première fois qu'elle avait ouvert sa petite boutique de textile dans le Marais le 14 juin 1972 à 9h12, le soleil filtrant à travers les vieilles fenêtres en bois blanc donnant sur la rue des Francs-Bourgeois. Elle avait 18 ans et 500 francs français en poche, une somme dérisoire pour ce qu'elle allait accomplir, mais suffisante pour acheter son premier stock de tissus et de boutons, et la même passion qui avait alimenté son cœur pendant ces 52 dernières années. Cette boutique était devenue le pilier de son indépendance financière, mais aussi le symbole de sa persévérance. Elle avait travaillé 14 heures par jour sans relâche 3 années consécutives, économisant exactement 63 472 francs pour acheter son premier appartement situé au 27 rue de la Paix dans le 2e arrondissement de Paris, appartement qu'elle transformera en résidence principale avec l'aide de 2 artisans spécialisés dans la restauration de parquets anciens et de moulures dorées chaque. Détail choisi par elle pour créer un environnement chaleureux mais luxueux tout en économisant chaque centime pour assurer un futur stable pour ses enfants et petits-enfants. Elle se souvenait encore du jour exact où elle avait offert à Jean-Pierre 6 000 francs pour son inscription à l'école de commerce de Lyon et à Claire 4 500 francs pour ses cours de piano à l'Académie de Versailles, des sommes modestes mais qui représentaient pour elle des sacrifices énormes car chaque franc dépensé avait été gagné avec sueur et nuit blanche, travaillant seule ou avec des apprentis qu'elle formait personnellement pour maintenir le niveau d'excellence de sa boutique et la réputation qu'elle avait acquise sur la place des Vosges et dans les galeries de Montmartre. Mais malgré ses efforts constants et cette générosité chiffrée et documentée, elle commença à remarquer de subtils changements dans l'attitude de ses enfants. Tout avait commencé le 3 janvier 2018 à 18h05, lors d'un dîner organisé à l'hôtel de Crillon où elle avait invité toute la famille pour célébrer son 64e anniversaire. Jean-Pierre avait croisé les bras et dit avec un sourire forcé: « Maman, tu devrais penser à réduire certaines dépenses, nous savons tous gérer mieux que toi. » Ces mots l'avaient coupé comme un rasoir, mais elle avait choisi d'ignorer en pensant que c'était juste une remarque passagère. La semaine suivante, à 10h23, Claire avait appelé pour lui demander si elle pouvait utiliser 12 000 € de sa réserve personnelle pour un voyage à New York, soi-disant pour affaires, mais avec une hésitation dans la voix qu'elle ne pouvait ignorer. Cette première demande avait été accordée par bonté, mais elle avait pris soin de noter chaque transaction dans son registre de compte et dans un carnet à couverture violette qu'elle conservait précieusement à côté de ses documents notariés. Les petits-enfants participaient aussi à cette spirale d'ingratitude. Un mercredi après-midi à 15h42, elle avait surpris son petit-fils de 9 ans en train de fouiller dans son bureau à la recherche de ses chèques non encaissés et de ses carnets de reçus. Le bruit du papier froissé et le cliquetis des stylos avaient déclenché un mélange de colère et de tristesse, mais elle avait choisi d'intervenir avec calme et pédagogie, expliquant l'importance de l'honnêteté et de la confiance familiale. Ce qui aurait dû être un moment de respect et d'éducation s'était transformé en scène de tension où la loyauté et la gratitude semblaient avoir disparu à la fin de l'année 2020. Elle avait enregistré exactement 37 incidents où ses enfants et petits-enfants avaient ignoré ses conseils ou manipulé des situations financières à leur avantage. Chaque numéro, chaque date, chaque heure était minutieusement noté dans ses journaux confidentiels comme preuve d'un schéma répétitif et implacable de manque de respect et de cupidité. Pourtant, malgré cette accumulation d'injustice apparente, elle continuait à préparer des dîners à la maison. Le 15 mai 2021, elle avait servi un dîner à 19h08 avec du saumon fumé importé de Norvège accompagné d'une purée de carottes légèrement sucrée et d'un vin blanc de Bourgogne, exactement 24 bouteilles ouvertes pour marquer l'occasion, et avait assisté à la manière dont Jean-Pierre avait critiqué le plat tout en jetant un regard méprisant à ses convives invités. Dans le salon, ses mains tremblaient légèrement, mais elle avait choisi de sourire en songeant à la manière dont elle pourrait retourner la situation plus tard dans le cadre de sa stratégie globale de préservation de son patrimoine. Elle se rappelait également les heures passées à voyager seule dans le sud de la France chaque été à 6h30 exactement pour inspecter ses propriétés secondaires à Cannes et Nice, notant les fissures dans les murs, la qualité des serrures et la valeur des tableaux anciens accrochés dans les salons. Chaque décision prise était dictée par la prudence et par le désir de protéger ce qu'elle avait construit avec patience et diligence. Elle se souvenait du 22 septembre 2019 lorsqu'elle avait versé 45 763,27 € pour sécuriser un tableau original de Renoir dans la galerie du 12e arrondissement, une œuvre qu'elle avait ensuite offerte en prêt à l'exposition du Grand Palais afin de partager son amour pour l'art et de créer un impact durable pour la communauté artistique parisienne. Chaque détail, chaque euro, chaque choix représentait un investissement non seulement financier mais émotionnel et moral. Mais malgré toutes ces preuves tangible de sa générosité et de son engagement envers sa famille, elle sentit la trahison s'accumuler comme une lourde couverture étouffante. Le 5 février 2022 à 16h17, elle nota une conversation enregistrée où Claire déclarait: « Maman, nous devrions envisager de vendre certains biens avant que tu ne changes d'avis. »
Un ton glacial et calculé qui révéla une intention claire d'anticiper ses décisions et de manipuler sa volonté, ce fut le moment où Donna Helena comprit que l'amour exprimé autrefois n'était plus que façade et que la protection de son héritage nécessiterait plus que de simples mots et rappels. Elle commença à planifier chaque mouvement comme un maître d'échecs, notant les dates exactes, les montants précis, les lieux stratégiques et les témoins potentiels. Chaque détail sensoriel devenait une arme, chaque souvenir un point de repère, chaque injustice une motivation pour sa stratégie à venir, et tandis que le parfum du café encore chaud flottait dans son appartement du 7e arrondissement et que le soleil de 17h03 éclairait ce registre bancaire, elle se dit que bientôt les vérités qu'elle avait accumulées depuis 52 années de sacrifice allaient se révéler au grand jour et que sa famille ne pourrait plus ignorer l'ampleur de son investissement émotionnel et financier, ni les conséquences de leur arrogance. Alors que les ombres du soir s'allongeaient sur les murs ornés de cadres dorés, elle se leva et regarda par la fenêtre la rue pavée de Paris, réfléchissant silencieusement à la manière dont chaque détail, chaque chiffre, chaque sacrifice serait utilisé pour transformer l'ingratitude en justice et pour que le monde sache que parfois la patience et la stratégie surpassent la simple émotion humaine et que la véritable puissance réside dans le contrôle des faits et la précision des preuves. Et pour tous ceux qui suivent cette histoire, je vous pose la question: que feriez-vous si votre famille ignorait vos sacrifices et tentait de prendre ce qui vous appartient? Levez la tête et attendez, car l'histoire ne fait que commencer et la suite vous laissera sans voix. Le 18 mars 2023, à exactement 14h26, Donna Helena se trouvait dans le grand salon de son appartement au 15 rue de la Paix, Paris 2e arrondissement, les rayons du soleil frappant les moulures dorées sur les murs et le parquet ancien en chêne craquant sous ses pieds, lorsqu'elle reçut le premier signal que la trahison allait dépasser toutes ses anticipations. Ce jour-là, Jean-Pierre et Claire avaient décidé d'ouvrir son coffre personnel dans la chambre principale, profitant de son absence de 14h05 à 14h18. Tandis que Donna Helena inspectait les factures d'électricité et de gaz au bureau, elle avait laissé la porte entr'ouverte, pensant que ses enfants respecteraient les règles élémentaires de respect familial. À 14h19 exactement, elle reçut un message de son voisin du 3e étage, M. Laurent, un ancien notaire qui avait l'habitude de garder un œil sur le bâtiment. « Madame Helena, je crois que vos enfants sont dans votre chambre, je les ai vus manipuler quelque chose. » Les mains de Donna Helena se crispèrent autour de son stylo plume Man Blank modèle Meisterstück acheté le 23 avril 1998 pour 345 €, un objet symbole de sa réussite et de sa discipline financière. Elle se précipita dans sa chambre et trouva le coffre ouvert et vide, le cœur battant à 122 battements par minute. Elle vit Jean-Pierre avec un sourire triomphant, tenant son carnet de reçus et Claire, feignant une innocence totale en feuilletant ses documents de compte bancaire. Elle croisa les bras et dit avec un ton glacé: « Vous ne devriez pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. » Mais sa voix tremblait légèrement et ses enfants le remarquaient immédiatement. À ce moment-là, elle sentit la première vague d'humiliation publique. Elle rappela le 112 exactement à 14h33 pour signaler l'intrusion, tandis que Claire riait doucement et murmurait « Maman exagère toujours ». Les mots se répercutaient dans le salon comme un écho cruel. Ses yeux détaillaient chaque geste, chaque micro-expression. Ses enfants ne se cachaient même pas de là. Caméra de sécurité installée depuis 2019 dans le coin supérieur de la chambre, tout était enregistré, chaque seconde, chaque sourire moqueur, chaque clignement d'œil avait été capturé et Donna Helena sentit la colère monter, mais elle devait rester calme. Elle nota sur une feuille le numéro exact de chaque document disparu, 12 chèques non encaissés, datés du 3 février 2023 au 27 février 2023, totalisant 18 746,55 € et 7 reçus originaux de paiement de factures de loyer et charges pour ses propriétés. À Cannes et Nice, pour un total exact de 9 342,88 €, elle décida de confronter ses enfants à 14h42 exactement dans le salon en présence de son voisin M. Laurent et d'une amie proche, Madame Béatrice 69, ancienne professeure d'histoire d'art qui assistait à la scène pour soutenir Donna Helena. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Jean-Pierre croisa les bras et dit avec arrogance: « Maman, nous voulions juste vérifier que vous gérez toujours vos finances correctement. » Tandis que Claire ajoutait en ricanant: « Et puis tu es toujours trop stricte avec nous. » Le contraste entre leur arrogance et le dévouement de Donna Helena depuis 52 années de sacrifice semblait insoutenable. Elle pensa au 12 janvier 1975 lorsqu'elle avait vendu son premier appartement à Lyon pour 312 000 francs français, soit exactement 47 586,44 € pour investir dans sa boutique et offrir à ses enfants une vie meilleure. Chaque chiffre, chaque souvenir venait renforcer son indignation, mais elle garda son calme. Elle nota chaque mot, chaque geste, chaque rire et chaque soupir en prévision des actions futures. Elle se souvenait également du 7 juillet 2021 lorsqu'elle avait offert à Claire 4 500 € pour son inscription à l'Académie de Versailles et à Jean-Pierre 6 000 € pour ses études de commerce. Et voir maintenant ces mêmes enfants la regarder avec mépris semblait une trahison insupportable. À 14h55, elle décida de calmer la situation et de récupérer ses
Document tout en préparant sa stratégie, elle prit une profonde inspiration, sentant l'odeur du café chaud qui flottait encore dans le salon, le parfum du bois ancien et du cuir de ses fauteuils lui apportant un sentiment de contrôle, mais le stress continuait à monter car elle savait que cette escalade de l'humiliation n'était que le début. À 15h02 exactement, la situation atteignait un nouveau sommet d'indignation. Jean-Pierre avait invité son ami avocat pour donner un avis, sans prévenir Donna. Elena et l'avocat entra dans le salon à 15h05 feignant l'impartialité mais prenant clairement parti. La scène était observable par tous les voisins, par les caméras de sécurité et même par les passants dans la rue pavée de Paris qui levaient les yeux curieux sur les grandes fenêtres dorées. « Vous voyez maman », dit l'avocat avec un ton condescendant, « nous ne faisons que protéger vos enfants. » Le rire de Claire résonna dans le salon à 15h08. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini alors que Donna Elena sentait l'humiliation atteindre son apogée. Elle pensa aux dizaines de dîners qu'elle avait organisés à l'hôtel de Crillon et dans ses appartements parisiens entre 18h et 21h. Chaque date, chaque heure était gravée dans sa mémoire, et chaque sourire trahi ce jour-là était une nouvelle marque de mépris, mais elle ne montra rien. Elle observa chaque geste, chaque regard, chaque sourire moqueur comme une stratège silencieuse. À 15h15, elle croisa les bras, posa son carnet violet et dit d'une voix calme et glaciale: « Très bien, vous avez eu votre moment, je me souviens de chaque action, chaque mot et chaque sourire et tout sera noté. » Les témoins présents sentirent la gravité de ces mots et un frisson parcourut la pièce. Le parquet en chêne semblait vibrer sous la tension. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux violets semblait créer une atmosphère dramatique. Chaque détail sensoriel devenait une preuve, chaque respiration une donnée et chaque geste une future arme dans la stratégie de Donna Elena. Elle savait que la ligne avait été franchie, que sa tolérance avait atteint ses limites et que désormais elle n'accepterait plus aucune trahison. Le 18 mars 2023 à 15h18 exactement, le moment de clarté et de décision était arrivé et le public invisible à travers les caméras allait assister à la naissance d'une Donna Elena prête à transformer humiliation et indignation en stratégie et justice. Le 20 avril 2023 à exactement 16h17, Donna Elena se trouvait dans son bureau principal au 27 rue de la Paix, Paris 2e arrondissement. Le soleil déclinant projetait des rayons orangés sur les registres bancaires et les documents notariés étalés devant elle. Chaque chiffre, chaque montant, chaque date résonnait dans sa mémoire et rappelait les 52 années de sacrifices minutieux. Elle s'assit sur son fauteuil en cuir brun acheté le 12 septembre 1999 pour 1245 €, les mains posées sur le bois poli du bureau et respira profondément le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air et l'odeur subtile du jasmin de son bouquet sur la fenêtre lui apportant une clarté presque surnaturelle. À 16h22 exactement, elle se remémora toutes les humiliations subies depuis le 18 mars 2023, chaque sourire moqueur, chaque geste condescendant, chaque tentative de manipulation financière. Elle sentit alors une clarté surgir du fond de sa conscience, une compréhension précise que ses enfants avaient atteint la limite de tolérance de toute personne raisonnable et qu'aucune explication ni appel à la raison ne suffirait désormais. Chaque injustice avait été enregistrée, documentée et observée. Les caméras de sécurité, les témoins présents, les messages horodatés, tout constituait un tableau complet de leur arrogance et de leur ingratitude. Elle posa ses yeux sur les 37 incidents consignés entre 12 janvier 2018 et 3 mars 2023. Chaque chiffre, chaque date était gravée dans ce registre violet et chaque observation avait été notée avec soin et minutie. À 16h35, elle prit un stylo Manblank noir et inscrivit sur un carnet de cuir marron ses premières notes stratégiques, détaillant les actions à entreprendre en commençant par la récupération de ses documents essentiels, la protection de ses actifs financiers et la préparation d'une confrontation qui ne serait plus émotionnelle, mais calculée et méthodique. Elle se rappela qu'en 1985, elle avait acquis un appartement à Cannes pour exactement 472 000 francs français, soit 71 987,84 €, une décision audacieuse après 3 ans d'économie stricte et de travail acharné dans sa boutique de textile au Marais, et chaque décision future devait être guidée par la même audace et précision. Le 20 avril 2023, à 16h42, elle prit conscience de son pouvoir caché, le fait qu'elle détenait non seulement le contrôle légal de ses biens, mais également l'expérience stratégique accumulée au fil des décennies et la connaissance intime des comportements de ses enfant. Elle réalisa qu'elle possédait des leviers invisibles capables de transformer humiliation en justice et qu'aucune manipulation ne pourrait désormais l'atteindre. Elle se leva et marcha lentement vers la fenêtre du bureau, observant la rue pavée de Paris, les passants ignorants de la tempête familiale qui se préparait à l'intérieur. Le vent doux venant de la Seine apportait une fraîcheur qui calmait son esprit et chaque détail sensoriel semblait amplifier sa concentration et sa détermination. À 16h50 exactement, elle commença à élaborer son plan silencieux. La première étape consistait à sécuriser toutes ses propriétés et comptes bancaires. Elle fit appel à Maître Lefebvre, son notaire de confiance, pour confirmer que toutes les clauses de son testament étaient inattaquables, et elle nota scrupuleusement les horaires des réunions prévues avec son banquier à 17h15 et avec son avocat spécialisé dans la protection des actifs à 17h42. Chaque décision était consignée avec précision et chaque
Mouvement anticipé pour éviter toute surprise de la part de ses enfants, elle se rappela également les cadeaux précis faits à Jean-Pierre et Claire au fil des ans, 6 000 € pour ses études de commerce à Lyon le 12 janvier 1975 et 4 500 € pour le piano à l'Académie de Versailles le 7 juillet 1978, et cela renforça sa décision que la stratégie devait être motivée par justice et non par vengeance. Elle ouvrit ensuite son ordinateur à exactement 16h53 et vérifia tous les documents numérisés, les preuves de transactions et les enregistrements vidéo de 2019 à 2023. Chaque fichier était un outil potentiel dans sa stratégie et elle nota chaque nom, date et montant avec une précision chirurgicale. Elle respira profondément, sentant le mélange subtil de jasmin et de café lui donner un sentiment de puissance et de contrôle. À 16h59, elle s'assit à nouveau sur son fauteuil violet et nota la liste de témoins potentiels pour chaque confrontation. Futur Monsieur Laurent, Madame Béatrice et même quelques voisins qui avaient déjà assisté à des incidents mineurs mais significatifs. L'idée était de créer un environnement où chaque injustice serait visible et enregistrée. Chaque détail serait irréfutable et transformé en levier de pouvoir. À 17h05, elle fixa les murs dorés de son bureau et se dit silencieusement: « Je ne céderai plus jamais à la manipulation ni à la trahison. » Ce moment de décision intérieure fut accompagné d'une clarté et d'une sérénité presque surnaturelle. Son corps était détendu mais son esprit en alerte. Chaque mouvement de ses enfants serait observé, chaque mot noté, chaque sourire condescendant enregistré et utilisé à son avantage. À 17h12, elle prépara mentalement la confrontation finale. La scène était dans son esprit plus détaillée que n'importe quel scénario théâtral. Chaque geste, chaque mot, chaque micro-expression avait sa place et sa fonction dans le plan global. Le vent venant de la scène apportait une fraîcheur presque symbolique, comme si le destin lui-même soufflait à ses côtés et qu'il confirmait sa décision. La patience et l'observation avaient mené à ce moment précis et à partir de maintenant, chaque action serait stratégique. Chaque injustice se transformerait en levier et chaque humiliation antérieure deviendrait une arme dans sa quête de justice et de contrôle. À 17h10 exactement, elle se leva, marcha vers le coffre sécurisé et vérifia une dernière fois tous les documents notariés et financiers. Elle savait que les prochaines semaines seraient cruciales et que son pouvoir caché, son expérience et sa perspicacité seraient les clés pour transformer un désordre familial en un triomphe méthodique et silencieux. Et pour tous ceux qui suivent cette histoire, imaginez un instant avoir la clarté et le contrôle absolu sur une situation qui semblait autrefois insurmontable. La suite de cette saga allait révéler comment patience, stratégie et pouvoir caché pouvaient transformer humiliation et trahison en justice et en triomphe. Le 3 mai 2023, à exactement 15h47, Donna Elena convoqua Jean-Pierre et Claire dans le grand salon de son appartement au 27 rue de la Paix, Paris 2e arrondissement. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les rideaux violets et dorés projetant des motifs complexes sur le parquet ancien en chêne. Chaque détail avait été soigneusement préparé pour cette confrontation finale. Les témoins étaient déjà présents: Monsieur Laurent, son voisin du 3e étage, Madame Béatrice, son amie proche et ancienne professeure d'histoire d'art, ainsi que 2 avocats spécialisés dans la protection des actifs et des héritages. À 15h50 exactement, Donna Elena fit un geste subtil et ouvrit un classeur en cuir marron qu'elle avait conservé à l'abri depuis 2019. Chaque document, chaque reçu, chaque enregistrement vidéo de toutes les intrusions et tentatives de manipulation de ses enfants fut placé sur la table devant eux. À 15h52, elle parla avec un calme glacé et une voix résonnante: « Vous pensiez pouvoir manipuler mes finances et mes décisions, mais vous ne saviez pas que j'avais anticipé chaque geste depuis des années. » Les visages de ses enfants se figèrent. Jean-Pierre tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient tandis que Claire laissa échapper un petit rire nerveux. « Maman, tu exagères » murmura-t-elle, mais sa voix trahissait la panique. À 15h55 exactement, Donna Elena sortit de son sac une clé USB contenant tous les enregistrements de sécurité de 2019 à 2023, chaque vidéo minutieusement horodatée avec des annotation précise. Elle l'introduisit dans l'ordinateur portable connecté au grand écran du salon et à 15h56, les premières images apparurent, les gestes concrets de Jean-Pierre ouvrant son coffre le 18 mars 2023 à 14h19 et Claire feuilletant les documents financiers en riant furent visibles en temps réel. La réaction des témoins fut immédiate. Monsieur Laurent écarquilla les yeux et murmura: « Je n'avais jamais réalisé l'ampleur de leur arrogance », tandis que Madame Béatrice, les mains serrées sur sa douche, hocha la tête avec incrédulité. À 15h58 exactement, Donna Elena sortit alors une série de documents notariés signés et datés du 3 mars 2024 à 11h. Chaque clause de son testament spécifiait que tout détournement ou tentative de manipulation serait automatiquement annulé et toutes ses propriétés et comptes bancaires sécurisés et les preuves numériques et physiques étaient irréfutables. Le choc sur le visage de Jean-Pierre et Claire était palpable. Ils avaient sous-estimé la perspicacité, la stratégie de leur mère. À 16h, une Donna Elena continua calmement. « Et ce que vous ne saviez pas, c'est que j'avais également pris des mesures pour que chaque action que vous avez entreprise soit suivie par des témoins et enregistrée, et que chaque preuve soit consultable par mes avocats à tout moment. » Elle posa les yeux sur eux et ajouta avec une intensité croissante: « Vous avez cru que votre arrogance vous donnerait le pouvoir, mais le vrai pouvoir réside dans la patience, la planification et la connaissance. »
Les enfants restèrent figés la bouche ouverte, incapables de formuler une réponse. Chaque document, chaque vidéo, chaque témoin confirmait l'étendue du pouvoir qu'ils y auraient totalement à César Saint Donna Helena. Sortit alors un dossier supplémentaire montrant qu'elle avait déjà fait un don caritatif de 125 000 € provenant d'une partie de son patrimoine destiné initialement à leur futur par de l'héritage à la Fondation Hôpital Saint-Louis à Paris. Ce geste inattendu inversa complètement la dynamique de pouvoir et fit que les témoins présents sentirent une émotion puissante de justice et de surprise combinée à de la fierté envers Donna Helena. À 16h08 exactement, elle révéla enfin le plan final, une série de voyages réservés autour du monde pour elle-même, réservation faite pour Tokyo le 12 juillet 2023, le Cap Town le 20 août 2023, Rio de Janeiro le 5 septembre 2023 et Sydney le 18 octobre 2023, chacun minutieusement choisi pour célébrer sa liberté et son autonomie financière et émotionnelle. Le regard des enfants passa de l'incrédulité à la peur et à la honte. Ils réalisaient maintenant l'étendue de leur erreur et le déséquilibre complet de la situation. À 16h12, Donna Helena, d'une voix calme et ferme, conclut: vous voyez maintenant que sous-estimer quelqu'un ne produit que des conséquences irréversibles. Vous avez appris trop tard que la véritable puissance n'est pas dans la cupidité, mais dans la maîtrise et la stratégie. Le parquet ancien vibrait. Presque sous l'intensité de la scène et les rayons du soleil doré accentuaient la gravité et la beauté de chaque geste, chaque document, chaque expression. Les enfants baissèrent la tête, incapables de soutenir le regard de leur mère qui avait transformé humiliation et trahison en justice, en leçon puissante. À 16h18 exactement, le silence emplit la pièce, la tension palpable comme un orage approchant, mais la tempête avait été contrôlée par Donna Helena. Chaque témoin ressentit la force de son autorité et la profondeur de sa stratégie. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire moqueur avait été retourné contre eux et chaque preuve tangible montrait maintenant que le pouvoir était entièrement entre les mains de celles qu'ils avaient cru faibles mais qui étaient en réalité maîtresses de son destin et des conséquences de leurs actions. À 16h20, Donna Helena se leva, observa la pièce, le parquet, les documents, les témoins et dit d'une voix finale et implacable: la leçon est apprise, vous ne pouvez plus jamais ignorer la stratégie et la force de ceux que vous sous-estimez. Et pour tous ceux qui suivent cette histoire, retenez que parfois le vrai pouvoir n'est pas celui qu'on croit, mais celui qu'on prépare patiemment, silencieusement, et avec une précision méthodique, et que chaque trahison peut être retournée en une victoire éclatante. Le 5 mai 2023, exactement 14h33, Donna Helena fit le point sur la situation dans son appartement du 27 rue de la Paix, Paris, 2e arrondissement. Le parquet ancien en chêne vibrait légèrement sous le poids des émotions dans la pièce. Les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux violets et dorés créaient une atmosphère à la fois dramatique et solennelle. Les témoins, Monsieur Laurent et Madame Béatrice, étaient là. Les avocats consultaient leurs documents et la tension dans l'air était palpable. Chaque geste, chaque respiration semblait amplifiée par l'intensité de la justice imminente. À 14h37, elle demanda à ses avocats de notifier par courrier recommandé et horodaté à Jean-Pierre et Claire que toute tentative de manipulation future entraînerait des poursuites immédiates avec des amendes précises de 25 000 € par incident documenté. À 14h42, elle confirma que toutes les transactions financières suspectes des 5 dernières années seraient annulées et que tous les biens saisis illégalement serait restitué à sa gestion directe. Les témoins présents hochaient la tête avec admiration et stupéfaction. Le 5 mai 2023, à 14h46 exactement, elle annonça que la partie de l'héritage qui devait initialement revenir à ses enfants et petits-enfants serait désormais affectée à des œuvres caritatives incluant la Fondation Hôpital Saint-Louis Paris 125 000 €, l'Association pour la protection des animaux 60 000 € et le Musée du Louvre pour la restauration d'œuvres anciennes 80 000 €. À 14h50, elle fit un geste symbolique en déposant chaque document officiel sur la table du salon pour que tous les témoins puissent voir et vérifier que chaque décision était irréversible et documentée. Elle expliqua calmement, mais avec fermeté: vous voyez désormais que la justice n'est pas seulement une idée abstraite, mais une réalité concrète et immédiate. À 14h53 exactement, la réaction des enfants fut instantanée. Jean-Pierre pâlit et baissa la tête, tandis que Claire recula légèrement. Incapables de soutenir le regard de leur mère et le murmure des témoins remplissait la pièce. Incroyable! Je n'avais jamais vu ça. Les avocats confirmèrent à 14h56 que tous les transferts financiers prévus à leur profit avaient été bloqués et que tous leurs droits temporaires sur les biens de Donna Helena étaient suspendus jusqu'à nouvelle décision judiciaire. La tension fut telle que l'air semblait vibrer dans la pièce. Chaque détail sensoriel renforçait la gravité de la situation. Le parquet ancien, les rideaux violets, la lumière dorée, le parfum du café et du jasmin étaient autant d'éléments qui semblaient orchestrer la mise en scène de la justice. À 15h02 exactement, Donna Helena annonça publiquement que toutes ses propriétés seraient désormais sous surveillance stricte de caméras de sécurité avec enregistrements horodatés et que toute intrusion future entraînerait une action légale immédiate pour 50 000 € de dommages et intérêts. Elle ajouta que les témoins présents, Monsieur Laurent et Madame Béatrice, avaient accepté de servir de garant de l'exécution de cette décision. Les enfants restèrent figés. À 15h06, elle poursuivit: chaque action que vous avez entreprise contre moi a été enregistrée et chaque preuve est maintenant irréfutable.
La voix calme et glaciale résonnait dans tout le salon, chaque mot frappait comme un marteau sur l'orgueil des enfants. À 15h10 exactement, les conséquences immédiates se manifestèrent lorsque Jean-Pierre reçut un appel de la banque confirmant l'annulation de toutes ses procurations temporaires sur les comptes de sa mère, et Claire fut informée que les biens saisis illégalement seraient repris sous 72 heures. Les témoins observaient la scène avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Chaque mouvement de Donna Elena était précis et calculé. Le parquet ancien semblait vibrer sous la force de sa présence. Le parfum de jasmin et le café chaud renforçaient sa concentration et le sentiment de justice accompli à 15. Alors 15, elle organisa une rencontre avec les médias locaux pour documenter la situation, et chaque geste, chaque mot, chaque document fut filmé et diffusé à des fins éducatives sur la manière dont la justice et la stratégie peuvent triompher de la cupidité et de l'ingratitude familiale. À 15h20 exactement, elle annonça officiellement son voyage autour du monde: Tokyo 12 juillet 2023, le Cap Town 20 août 2023, Rio de Janeiro 5 septembre 2023 et Sydney 18 octobre 2023 pour célébrer sa liberté et la fin de l'emprise de ses enfants. Les témoins applaudirent silencieusement tandis que Jean-Pierre et Claire restaient figés, humiliés et incapables de protester. À 15h25 exactement, Donna Elena se tourna vers les témoins et déclara: Aujourd'hui, la justice a été rendue en temps réel. Chaque action a ses conséquences et toute tentative d'abus de pouvoir est désormais documentée et irréversible. Le parquet ancien, la lumière dorée et le parfum de jasmin semblaient transformer la scène en une illustration vivante de justice et de maîtrise. Chaque détail sensoriel renforçait l'impact émotionnel sur les enfants et sur les témoins. À 15h30 exactement, elle conclut la rencontre en notifiant toutes les décisions auprès de son notaire et de ses avocats, et chaque témoin signa les documents de confirmation officielle. La justice était complète, immédiate et exemplaire. Le public invisible à travers les médias pouvait constater que l'ingratitude et la cupidité avaient été neutralisées par la stratégie et le pouvoir de Donna Elena. Et pour tous ceux qui suivent cette histoire, retenez que parfois la patience, la documentation et la planification méthodique peuvent transformer trahison et humiliation en justice immédiate et irréfutable. Le 10 mai 2023 à exactement 18h12, Donna Elena se trouvait sur la terrasse de son appartement au 27 rue de la Paix, Paris 2e arrondissement. Le soleil couchant baignait les murs dorés et le parquet ancien d'une lumière chaude et apaisante. Le parfum du jasmin flottait dans l'air mêlé à celui du café fraîchement préparé dans la cuisine. Chaque détail sensoriel semblait célébrer la fin d'une épreuve longue et douloureuse. Elle s'assit sur le fauteuil en rotin violet acheté le 15 juin 2005 pour 842 € et observa la ville animée en contrebas, les passants marchant sur les pavés, le bruit des voitures sur les boulevards, le chant des oiseaux près des jardins du Luxembourg. Tout semblait former une symphonie calme après la tempête de l'injustice familiale. Elle se remémora chaque étape du chemin parcouru depuis l'ouverture de sa boutique de textile dans le Marais le 14 juin 1972 à 9h12 avec seulement 500 francs en poche et la passion inébranlable de bâtir un avenir stable pour ses enfants et petits-enfants. Chaque sacrifice, chaque heure de travail, chaque somme économisée et investie avec soin, chaque don précis et documenté avait préparé le terrain pour cette victoire silencieuse mais éclatante. À 18h18 exactement, elle sourit en pensant aux leçons universelles que cette expérience avait enseigné: la patience, la planification, la documentation précise, la vigilance et la maîtrise émotionnelle étaient autant d'outils pour transformer la douleur et la trahison en puissance et en justice. Elle pensa au 3 mai 2023 à 16h12 lorsque ses enfants Jean-Pierre et Claire avaient découvert le pouvoir et la stratégie qu'ils avaient sous-estimé. Chaque document, chaque preuve vidéo, chaque témoin, chaque don caritatif de 125 000 € et chaque voyage réservé autour du monde avaient été des instruments de sa transformation personnelle et sociale. À 18h22 exactement, elle rédigea sur son carnet violet une note pour le futur: Aujourd'hui, je célèbre non seulement ma liberté et ma justice, mais aussi la capacité de transformer l'injustice en opportunité d'inspiration et de croissance pour tous. Elle réfléchit à la manière dont son expérience pouvait servir de guide à ceux qui subissent l'ingratitude et la manipulation familiale, en soulignant que le pouvoir ne réside pas dans la vengeance personnelle, mais dans la maîtrise de soi, la documentation et l'action stratégique. Les témoins présents, Monsieur Laurent et Madame Béatrice, furent invités à partager leurs impressions dans la vidéo qui serait publiée sur le canal Phoenix 5, et ils exprimèrent à quel point l'histoire de Donna Elena les avait inspirés à défendre la justice et la vérité dans leur propre vie. À 18h30 exactement, Donna Elena pensa à ses futurs voyages: Tokyo 12 juillet 2023, le Cap Town 20 août 2023, Rio de Janeiro 5 septembre 2023 et Sydney 18 octobre 2023, chacun représentant non seulement la célébration de sa liberté, mais aussi une métaphore de l'exploration de soi et de la résilience face à l'adversité. Elle décida d'inclure un CTA final dans sa vidéo Phoenix 5, invitant le public à réfléchir et agir. Si vous avez déjà été trahi, ignoré ou sous-estimé par vos proches, partagez votre histoire dans les commentaires et laissez-nous apprendre et grandir ensemble. Elle ajouta un CTA de croissance: abonnez-vous à Phoenix 5 et activez la cloche pour recevoir des stratégies et des récits inspirants. Un CTA d'engagement:
Laissez votre avis sur ce que vous feriez dans ma situation. Et un CTA de communauté. Rejoignez notre famille de Phoenix 5 pour partager, apprendre et se renforcer. À 18h37 exactement, elle inspira profondément, sentant la brise de la Seine caresser son visage et la chaleur des rayons dorés sur ses mains. Elle sentit une transformation intérieure complète, la peur, la douleur laissait place à la clarté, à l'empowerment total. La leçon universelle était que l'âge, la vulnérabilité apparente ou l'injustice subie ne définissent pas la capacité de contrôler son destin et de transformer les expériences négatives en force positive. À 18h42 exactement, elle leva les yeux vers le ciel de Paris orangé et violet et murmura « Jamais plus je ne permettrai que l'injustice dicte ma vie et jamais plus je ne sous-estimerai le pouvoir de la patience, de la stratégie et de la justice. » Chaque détail sensoriel, du parfum du jasmin au craquement du parquet ancien, au scintillement des rayons dorés, symbolisait sa renaissance complète et la maîtrise. Retrouvée de sa vie, elle savait que son histoire inspirait tous ceux qui se sentent vulnérables et que la justice et la générosité peuvent coexister puissamment, et pour toujours, elle conclut la vidéo avec une phrase mémorable. Souvenez-vous toujours que la vraie puissance n'est pas dans la vengeance mais dans la maîtrise, la stratégie et le courage de transformer l'injustice en lumière. Et pour tous ceux qui suivent Phoenix 5, retenez cette leçon. Partagez-la, appliquez-la et transformez vos propres défis en victoire. Car la renaissance est toujours possible même dans l'adversité. La justice, la stratégie et la générosité peuvent changer non seulement votre vie mais inspirer un monde entier.